partir de la page 16 du chapitre 5, on continue dans les relations entre les variables angulaires et les variables linéaires, mais on étudie le cas particulier des transmissions. Cas extrêmement intéressant, donc transmission soit par courroie, comme ici, donc deux roues entraînées par une courroie, ou soit de type engrenage, c'est-à-dire que la roue serait collée sur l'autre, puis ils s'entraînent mutuellement. La différence étant évidemment quand on est sous forme d'un engrenage comme ça, ou de roues qui sont collées une sur l'autre, quand elle va tourner comme ça, elle va tourner dans l'autre sens. Tandis qu'avec les courroies, les deux tournent dans le même sens. Que ce soit dans un mode ou dans l'autre, on peut s'apercevoir encore une fois que si cette roue-là, si la courroie avance d'une certaine distance sur la circonférence ici, ben une même partie de courroie va avoir avancé de la même longueur. Donc la bande en noir épais ici est de la même longueur que ça. Et sur l'autre roue également, je vais avoir la même longueur de courroie qui va avoir avancé. Évidemment, étant donné que le rayon est plus petit, j'ai quasiment fait tout le tour ici, alors que ici, j'avais fait juste un quart de tour. Donc, toutes ces longueurs-là vont être égales. Et nous, on va plus parler d'un delta X sur la courroie, qui va être égal à la vitesse moyenne de la courroie, la vitesse linéaire de la courroie, fois delta T, là, comme on a vu en cinématique. Et on pourrait calculer l'accélération moyenne de la courroie, l'accélération linéaire de la courroie, en faisant une variation de vitesse divisée par le delta T. On va partir de cette égalité-là, puis on va développer des équations qui nous permettent d'étudier toutes les transmissions. Donc l'égalité entre les trois longueurs qu'on a parlé plus haut. Évidemment, si je veux connaître la longueur de l'arc de cercle ici, on a déjà vu qu'il y avait une formule pour l'arc de cercle. Donc, si je connais le rayon du cercle, puis l'angle sous-tendu par les deux extrémités de l'arc de cercle, ben, la longueur de l'arc de cercle est donnée par ça. Même chose pour celle sur l'autre roue. Si je connais le rayon de l'autre roue, puis je connais l'arc de cercle, je peux calculer la longueur de l'arc, puis évidemment, c'est égal à la longueur de la courroie. Fait que ça, c'est déjà une première équation qu'on va utiliser, en oubliant le égal delta x au bout. C'est déjà une première forme qu'on va utiliser pour comparer deux roues. Un peu comme on a fait tout à l'heure, on peut diviser tous les côtés de l'égalité par delta t, ce qui va faire apparaître, le R va rester R, mais delta θ sur delta t, c'est la vitesse angulaire. Donc, une roue, sa vitesse angulaire, le rayon d'une roue fois sa vitesse angulaire va être égal au rayon de l'autre roue fois sa vitesse angulaire, puis ça va être égal à V. Cette partie-là, on l'avait déjà vu précédemment, puis là, c'est comme s'apercevoir que les deux roues, on peut les comparer toujours grâce à ces équations-là. Et une dernière fois, comme on a fait tantôt, on peut dire on va tout rediviser par delta t. Le R reste le R, mais ici, diviser la vitesse angulaire par delta t, ça me donne de l'accélération angulaire, ça me donne de l'accélération angulaire. Et à la fin, ça me donne de l'accélération linéaire. À la page 17 du chapitre 5, on continue avec le cas des transmissions en introduisant le rapport de transmission. Donc, à la page précédente, on a conclu qu'on pouvait utiliser cette formule-là entre deux roues, une roue suiveuse et une roue entraîneuse. Je rappelle que le R ici signifie rayon. Les ingénieurs, on va souvent préférer travailler avec un rapport de transmission ou un ratio de transmission. Donc, on va réécrire cette équation-là en mettant la suiveuse en fonction de l'entraîneuse, en isolant la suiveuse. Donc, le RS va venir diviser de l'autre côté. Donc, on va comparer les rayons de la roue entraîneuse avec les rayons de la roue suiveuse. Puis, on va appeler ça le ratio de transmission. Donc, si la roue entraîneuse tourne 3 fois pour une fois de la roue suiveuse, ou l'inverse, la roue entraîneuse tourne 1 tour pour 3 tours de la roue suiveuse, on va appeler ça un rapport 3 pour 1 ou 1 pour 3. Donc, on appelle ça un rapport de transmission. J'utilise encore la lettre R, mais avec le T, là, rapport de transmission entre la suiveuse et l'entraîneuse. Okay? Donc, dans ce cas-ci, le RTSE, le rapport de transmission, est égal à RE sur RS, pour garder la forme là, qu'on accepte, qu'on a démontré tout à l'heure. Évidemment, je peux le faire avec les rayons, mais on va s'apercevoir qu'on pourrait le faire avec les diamètres. Si c'est des roues avec des dents, des roues dentelées, on va s'apercevoir que le nombre de dents est proportionnel aux rayons. Donc, il y a différentes grandeurs dimensionnelles que je peux prendre pour calculer mon ratio de transmission. Je peux prendre le rayon, on a vu RE sur RS, mais je peux prendre les diamètres, DE sur DS, et je peux prendre le nombre de dents, NE sur NS, où certains livres de physique utilisent la lettre Z. Okay?
Et je pourrais calculer le rapport de transmission sans connaître les grandeurs dimensionnelles, juste par observation, un peu comme j'avais fait en laboratoire, juste en observant le nombre de tours que fait mon système, ou souvent, la plupart du temps, c'est par le nombre de tours. Donc, le troisième ici, j'aurais dû décacher lui en premier, dire le plus souvent, c'est le nombre de tours qu'on calcule. Mais je pourrais le faire également avec la variable vitesse puis avec la variable accélération. Juste prendre note que quand je le fais avec les variables angulaires, ben là, les lettres ont été inversées. C'est la suiveuse qui est en haut pour arriver au bon rapport. Ça va être la suiveuse divisée par l'entraîneuse. De toute façon, je ne retiens jamais ça par cœur. Quand je m'attaque à un ratio de transmission, je reviens voir comment c'est défini. Puis il faut être rigoureux, il faut suivre tranquillement. Évidemment, là, je le faisais en valeur absolue. Je n'avais jamais mis selon Z. Donc, souvent, on s'intéresse à valeur absolue. Puis, le sens de rotation, on s'occupe de tout ça après, là, par analyse de comment ça tourne. Mais si jamais on veut le traîner, ben, des roues entraînées par courroie, on le dit tantôt, ils tournent dans le même sens. Donc, je vais avoir RTSE, WE, je vais mettre le Z. Puis, ça tourne dans le même sens. Donc, il y aura un sens plus qui s'ajouterait en avant. Tandis que des roues qui sont entraînées l'une par l'autre, j'aurai la même partie en arrière, RTSE fois la vitesse avec signe, mais évidemment, le sens s'inverse sur la suiveuse. Des roues solidaires, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les deux le même essieu, le même axe de rotation, ils tournent ensemble, bien, le ratio de transmission, quand la grise pâle fait un tour, la grise foncée fait un tour aussi, le ratio de transmission, c'est 1 pour 1. Ou encore, la suiveuse est égale à l'entraîneuse. Ou en termes avec valeur signée, la suiveuse est égale à l'entraîneuse. Les ratios de transmission, ils deviennent particulièrement intéressants quand on a des systèmes à plusieurs roues. On pourrait imaginer encore beaucoup plus de roues que ça. Puis qu'on connaît nos rapports de transmission entre ces différentes choses-là. Okay? Au lieu de commencer à faire toujours les calculs de rayons, de diamètre, etc., si les rapports de transmission sont connus, ben, ça devient plus intéressant d'utiliser le ratio de transmission. Ici, ce que je vais écrire, c'est le ratio de transmission si jamais il y a une roue intermédiaire. Okay? Tu réécris RT, puis à la fin, tu vas réécrire le RT. On va tout le décacher, ça va être plus clair. Vous voyez, le S était au début, la suiveuse, puis l'entraîneuse est à la fin. Mais le rapport de la roue intermédiaire, la roue du milieu, etc., ben, on le divise en deux. Ça va être plus clair si on le fait avec les 5 roues qui sont en bas ici. Si je voudrais avoir la vitesse de la 5e roue par rapport à la première roue, si je connaissais le rapport de transmission global, RT51, donc la 5e par rapport à la première, je pourrais le calculer directement. Si je veux le calculer, donc je ne le connais pas, puis je veux le calculer, mais dois dire que c'est la 5e par rapport à la 4e, multiplié par le rapport de la 4e par rapport à la 3e, la 3e par rapport à la 2e, puis de la 2e par rapport à la première. Fait, je vous disais, le 5 apparaît en premier, puis le 1 apparaît à la fin complètement, puis là, j'ai toujours mes roues intermédiaires tranquillement. Fait que si tu connais les rapports intermédiaires, tu peux globalement, juste en multipliant tes rapports intermédiaires, dire, ben, je vais avoir tel rapport pour la 5e roue. Okay? Pour ça, je dis que ça devient intéressant là, quand tu as vraiment beaucoup de roues, une à la suite de l'autre. Je travaille avec vous à la page 18 du chapitre 5, l'exemple 4 qui se lit comme suit. Un moteur M tournant à 1800 tours par minute possède une poulie 1 de 8 cm de diamètre. Cette poulie entraîne 3 autres poulies, les poulies 2, 3 et 4, par l'entremise de courroies. On nous fournit un schéma qu'on va compléter tout à l'heure. Déterminer la vitesse angulaire de chaque poulie. Et on nous fournissait les diamètres D2, D3, D4 là, des autres poulies. Je vais compléter l'identification des données du problème. Un moteur tourne à 1800 RPM, donc je vais écrire ici comme un moteur 1, donc qui correspond aussi à la vitesse de la poulie. Hein. Le moteur entraîne directement la poulie, donc je peux écrire que c'est oméga 1 tourne à 1800 RPM. On m'avait déjà donné 3 diamètres, mais le premier était mentionné dans les données du problème, puis pas listé ici, donc je vais rajouter le D1 de 8 cm. Et on me demande de déterminer la vitesse angulaire des 3 autres poulies, donc je cherche oméga 2, oméga 3, oméga 4 en RPM. Je vais compléter le schéma en utilisant mes données, puis j'utilise le schéma, je ne me refais pas un nouveau schéma. Donc mes diamètres, je peux les illustrer, donc on avait D1 qui est ici, on avait D2 qui est ici, D3, la plus petite à l'intérieur, et D4 en haut complètement. J'ai aussi mes vitesses.
Donc, je vais faire tourner ma première poulie, mon moteur. Habituellement, je choisis le sens anti-horaire, le sens qui est positif, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. À part qu'à partir du moment où j'ai décidé dans quel sens que ça tournait, bien, ça va me donner le sens pour oméga 2 et oméga 3, parce que la courroie va entraîner ça à tourner dans le même sens. Donc, je dessine le même sens et j'écris oméga 2 et oméga 3. Là, ces deux choses-là tournent tous dans le sens indiqué par la flèche. Et évidemment, cette courroie-là va tourner comme ça, donc va entraîner celle-ci à tourner aussi dans ce sens-là. Donc, c'est un hasard, tout tourne dans le même sens, là, de la façon que c'est monté. Ça me prend une formule pour résoudre ça. Je suis dans les transmissions, donc je vais aller dans le résumé des formules, dans le chapitre 5. Donc, sur la deuxième page, à la fin, on arrive aux transmissions du mouvement de rotation. Je dirais que c'est plusieurs fois qui est écrit la même formule ici. En plus, on pourrait l'écrire aussi, au lieu de prendre les rayons, prendre les diamètres, prendre les nombres dedans, etc. Mais habituellement, je travaille le plus souvent avec celle-ci, en tenant compte que des fois, je vais prendre au lieu du rayon, je vais mettre la lettre D, ou au lieu ou encore la lettre N pour le nombre dedans. Mais souvent, je travaille avec celle-ci, mais au besoin, je vais aller fouiller dans les autres également. Ça, c'est toujours possible. Donc, si je reviens à mon chapitre, j'ai commencé mon problème avec ça. La vitesse angulaire de sortie fois son diamètre, parce que c'est des diamètres qui étaient connus ici, est égal à la vitesse angulaire de l'entraîneuse fois le diamètre de l'entraîneuse. Donc, je l'adapte à mon problème. L'entraîneuse, c'est la 1. Donc, de ce côté-ci, j'ai mis du 1. Et la première suiveuse, ben, c'est la 2 qui est entraînée. Donc, ici, c'est ma 2. Je cherche la vitesse angulaire de la 2, donc je vais isoler la 2. Donc, je vais me retrouver avec oméga 1 sur oméga 2, ben pas oméga, excusez, D1 sur D2. Le D2 vient diviser de ce côté-là, fois le oméga 1. Et je suis prêt à mettre des chiffres là-dedans, tout simplement. Donc, rapport des diamètres fois le 1800 RPM, donc 1029 RPM. Remarque, je n'avais pas transformé, contrairement à beaucoup d'autres problèmes que j'ai faits, je n'avais pas transformé mes centimètres en mètres. Ça ne change rien dans le problème. J'aurais eu 0,08 divisé par 0,14. J'aurais divisé les deux chiffres par 100. Tant qu'on fait un rapport de la même dimension, centimètre par centimètre, que je l'ai mis en mètre, mètre, pouce, pouce, je vais toujours avoir la même réponse. Donc, je n'ai pas besoin de convertir mes données là, quand les grandeurs sont sous la forme d'un rapport. Bon, je connais la vitesse de la 2. Je voudrais connaître maintenant la vitesse de la 3. Je ne fais aucun calcul. J'applique le principe que ce sont des roues solidaires entraînées l'une entraîne l'autre sur le même axe de rotation. Donc, dans le résumé, on l'a à un moment donné, des roues solidaires. La formule que j'utilise, c'est celle-ci. Les deux vitesses angulaires sont égales. Donc, oméga 2 est égal à oméga 3, basé sur les roues solidaires. J'obtiens donc finalement qu'oméga 3 a la même vitesse, 1029 RPM, que oméga 2. Il me reste l'oméga 4 à calculer. Donc, j'ai déjà vu comment on isolait ici. J'ai rien qu'à appliquer le même principe. Donc, je vais oméga 4, ça veut dire que D4 va se retrouver en dessous. Et je le fais par rapport à la roue précédente qui est D3. Donc, je vais avoir D3, oméga 3. Donc, oméga 4 égale D3 sur D4, oméga 3. Et je rentre les valeurs et j'obtiens la réponse finale, 298 RPM. Donc ça, c'est une première façon de le résoudre. Deuxième façon, plus ingénierie. Cette fois-ci, dans le résumé, ça veut dire que je décolle avec l'autre version que j'aime bien. Ça dépend si j'ai ma tête ingénieur ou ma tête physicien. Donc la version qui est à la fin ici. Donc je vais décoller avec celle-ci et je vais l'adapter à mon problème ou je vais l'adapter à mon problème pour calculer la vitesse de la deuxième roue. Donc, ça me prend un ratio de transmission entre la 2 et la 1. Le ratio de transmission, dans ce cas-ci, je les calcule avec les rapports de diamètre. Donc, RTSE est égal à DE sur DS. Ça, je fais attention des fois. Une méthode qui est puissante, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi, mais étonnante à cause qu'il faut faire très attention aux lettres. Donc, j'hésite pas à retourner voir là, que RTSE, la sortie par rapport à l'entrée, la suiveuse par rapport à l'entraîneuse, il faut que j'écrive E en haut puis S en dessous. Donc, je l'adapte à mon problème. Mon RT2, 1, eh bien, ça serait 1 sur 2. Donc, le ratio de transmission, si je le calcule,
entre la 2 et la 1, c'est un 8,14. Et maintenant, je peux l'appliquer dans ça, tout simplement. Donc, 8,14 fois 1800 me donne le 1029. J'arrive à la même réponse qu'en haut. Okay? Ça peut paraître plus d'étapes, mais j'arrive exactement à la même réponse, évidemment. Les roues sont solidaires. Ce que ça implique en ratio de transmission, c'est que le ratio de transmission est égal à 1. Donc, le ratio de transmission de la 3 par rapport à la 2 est égal à 1. Ce qui veut dire que quand j'applique ma formule que la roue 3, ratio de transmission va être égal à la roue 2, ben, ça me veut dire que oméga 3 est égal à oméga 1, tout simplement, 1029 RPM, ce que j'avais à côté également. Okay. Finalement, je vais être rendu à calculer oméga 4 est égal à quoi? Ben, ça va être le ratio de transmission entre la 4 et la 3, donc la 4 par rapport à la 3 fois oméga 3. Le RT43, il faut que je fasse attention, il faut que je me rappelle que 21, j'écris 12, donc 43, je vais écrire 34 dans l'autre sens. Donc le ratio de transmission, ça va être 5,5 sur 19, que je vais pouvoir rentrer après ça dans mon oméga 4 est égal à 5,5 sur 19 fois oméga 3 qui était le 1029. J'arrive à 298 comme tout à l'heure. Donc c'est certain que cette méthode-là, illustrée à gauche, paraît beaucoup plus complexe. C'est pas intéressant tant que tu ne fais pas face à un vrai problème. C'est avantageux quand tu t'intéresses à la solution globale, puis dire je vais regarder la formule pour le futur, pour si des fois mes gears changent, etc. Comme ici, ce qu'il faut réaliser, c'est que le ratio de transmission entre la... Pour ça, quand on parle de global, là, la dernière par rapport à la première, donc là, j'ai écrit un ratio de transmission de 4 par rapport à 1, de la dernière par rapport à la première, ben on peut voir ça comme une suite de ratios de transmission. 4 par rapport à 3, 3 par rapport à 2, 2 par rapport à 1, et évidemment, je suis rendu à ma vitesse de 1, donc je suis rendu avec le 1 à la fin. Donc, je pourrais mettre mes rapports de transmission en série comme ça. Le premier 4,3, 5,5,19 qu'on avait tantôt, le deuxième qui valait 1, puis le dernier, pas le dernier, mais le 21 qu'on avait calculé plus haut, 8,14. Je peux les mettre en série fois mon 1800, puis ça me donne ma réponse. Donc, quand on la regarde globalement, qu'on comprend le principe, ben, ça paraît beaucoup plus efficace comme calcul. Okay. Mais intrinsèquement, ça implique qu'on a fait toutes les étapes intermédiaires qui étaient illustrées là.